Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2023, ici Danick Julien, et voici votre bulletin d'information Info-CJSR, le bulletin communautaire. Le club de motoneige de Saint-Raymond a subi de lourds impacts dus à la tempête du 23 décembre dernier. On en parle avec le président du club, François Lessard. Le nouveau budget 2023 de Cap Santé laisse les citoyens dans l'insatisfaction. Le propriétaire de la fromagerie des Grondines va nous expliquer les impacts qu'ont un accord sur son commerce. Et le député de Portneuf, Vincent Caron, prend la parole au sujet de la tempête du 23 décembre dernier. Finalement, le maire de Saint-Marc-des-Carrières, Marion Leclerc, sera avec nous en studio. Je vous souhaite une bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. La saison est officiellement débutée pour les clubs de motoneige de la région de Portneuf qui, on va se le dire, ont dû jongler avec l'humeur de Mère Nature en début d'année, alors que de nombreuses intempéries ont nui aux divers responsables. À Saint-Raymond, le club de motoneige gère plus de 300 km de sentiers qui ont été gravement touchés par les vents forts de la tempête du 23 décembre dernier. Je me suis entretenu un peu plus tôt cette semaine avec le président du club de motoneige de Saint-Raymond, François Lessard, pour discuter des enjeux qui touchent le club. On écoute cette entrevue. Monsieur Lessard, bonjour. Bonjour, Monsieur Julien. Monsieur Lessard, je veux vous remercier d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour parler du club de motoneige de Saint-Raymond. Parce qu'il faut dire, il s'est passé beaucoup d'affaires depuis le début de janvier et même depuis le temps des fêtes là, avec le club de motoneige. Effectivement, on a eu un début d'hiver difficile. Dame Nature était assez dure avec nous autres. Elle a commencé par nous envoyer de la belle neige, ensuite de ça, elle nous a renvoyé de la pluie, elle nous a renvoyé un petit peu de neige, du grésil, de la pluie verglaçante, pour finir ça avec des vents qu'on n'avait jamais vus depuis une soixantaine d'années, ils vont dire les plus vieux de notre club, là, des vents qui ont à peu près qui ont détruit nos 308 km de réseau. Depuis le 23 décembre, on a à peu près 1000 arbres de coupés, ramassés, poussés pour faire du nettoyage de tout notre réseau complet. Cette semaine, on termine par le sentier qu'on appelle le Renversy SR3. C'est un sentier qui part à peu près du relais Saint-Raymond pour les gens qui connaissent le secteur, qui passe par le secteur du 60 Arpents. Les gens qui ont des chalets dans ce coin-là connaissent le secteur, puis qui s'en va vers Rivière-à-Pierre. C'est notre dernier secteur qu'on finit de nettoyer. Là. On devrait finir ça dans le courant de la semaine. Il faut quand même dire, c'est presque un mois depuis la tempête du 23 janvier. Et là, je sais que le club a dû solliciter beaucoup de bénévoles. Est-ce que ces gens-là étaient au rendez-vous? Ces gens-là ont été au rendez-vous. C'est certain qu'il y a des gens qui se sont présentés, qui ont donné beaucoup d'heures, beaucoup d'efforts, qui ont travaillé très, 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 très fort. Par contre, on aurait vraiment apprécié d'avoir que d'autres personnes, plus de personnes lèvent la main pour nous donner un coup de main. Le club de motoneige de Saint-Raymond, c'est quand même 2000 membres qui utilisent les sentiers de Saint-Raymond principalement. Là-dedans, il y a beaucoup de gens qu'on aurait apprécié voir nous donner un coup de main.
pour toutes sortes de raisons. C'est vrai que c'était pendant le temps des fêtes. C'est vrai que, bon, il y avait, le timing n'était pas bon. Des gens étaient à l'extérieur, des gens étaient en congé, des choses comme ça. Mais définitivement que le bénévolat va rester un grand défi pour des organisations comme la nôtre. On voit de plus en plus les entreprises qui cherchent des employés. À peu près tout le monde cherche du personnel. On voit des entreprises réduire leurs heures d'ouverture parce qu'ils n'ont pas de personnel. C'est la même problématique chez nous. Mais il va falloir qu'à un moment donné, les gens réalisent que s'ils ne nous donnent pas un coup de main, puis on ne cherche pas d'argent, on ne demande pas d'argent, on demande vraiment des bras. Okay, pour nous donner un coup de main, bien, peut-être que l'heure des choix, un jour, viendra qu'avec l'équipe qu'on a, bien, on ne pourra pas garder le 308 km qu'on a là si on n'a pas de l'aide supplémentaire, surtout quand il arrive un événement majeur. Là. Entretenir 308 km, ça ne se fait pas en une demi-journée, là, on peut l'imaginer. Effectivement, c'est très long, c'est dans des secteurs souvent isolés. Où il n'y a pas de service cellulaire, où il n'y a pas de route proche qu'on peut se rendre. Il faut toujours monter là en motoneige ou en des 4 roues avec des chenilles ou des choses comme ça. C'est toujours plus long, c'est toujours plus compliqué de se rendre à certains endroits. C'est pour ça que le temps de travail est raccourci. Les journées sont au plus court de l'année, à 3h30, 4h, il fait noir. Fait qu'on ne peut pas travailler. À un moment donné, il faut arrêter pour des raisons de sécurité. Fait que c'est pour ça que si on avait eu un peu plus de monde, on serait peut-être un peu moins, notre équipe serait peut-être un peu moins épuisée aujourd'hui, puis on aurait été capable d'ordonner notre réseau peut-être une semaine avant. Est-ce qu'il y a une surcharge en raison de la tempête sur votre équipe? Est-ce qu'on peut parler de surcharge? Absolument. Absolument. Je veux dire, on est là depuis à peu près le 26 décembre. Moi et mon équipe, on travaille à peu près 7 jours par semaine. Fait que c'est beaucoup de temps qu'on a mis là-dedans. Ensuite de ça, bien, ça a amené une surcharge de travail pour nos équipements aussi. Fait qu'eux aussi en ont souffert. Fait que ça nous a amené des dépenses importantes, ça nous a amené des pertes d'équipement qu'on a obligé d'attendre parce qu'évidemment, les pièces sont souvent back-order, je cherche le mot français. Là. En rupture de stock. En rupture de stock. Oui. Sont souvent en rupture de stock. Donc, malgré qu'on a un bon support dans notre concessionnaire de machinerie, mais c'est pas de sa faute. Je veux dire, fait que là, on perd de l'équipement, on entretient moins bien nos sentiers. Tout est attaché ensemble. Fait que c'est vraiment un problème là, que si on avait été capable d'avoir plus de personnel, plus de monde, on aurait été capable de régler ça plus vite. Puis de reprendre notre rythme normal qui est de gratter des sentiers puis de les entretenir pendant la saison. On est chanceux. Dame Nature était quand même pas si pire pour nous autres à un certain côté, c'est qu'on a été capable d'ouvrir nos sentiers beaucoup plus tôt que nos voisins plus au sud. Ceux qui connaissent la région de Sainte-Catherine, dans ce coin-là, Saint-Basile, Donnacona, ils commencent à ouvrir leurs sentiers, tandis que les nôtres sont ouverts quand même depuis plusieurs semaines. Ça, c'est en raison des dommages également avec les intempéries. Là. Absolument. Et du manque de neige qu'il y a plus au sud. Okay? Quand on arrive, plus on s'en va vers Québec, plus on s'aperçoit que le couvert de neige est mince. Fait que nous, on a été chanceux à partir de Saint-Raymond en montant. Le couvert de neige était un peu meilleur, ce qui nous a permis d'entretenir nos sentiers, de les gratter, de les rouvrir un peu avant. Ça a créé un effet aussi qu'on a eu beaucoup de visiteurs. En fin de semaine dernière, les stationnements étaient pleins à Saint-Raymond. À peu près tout ce qui pouvait stationner une voiture ou un pick-up avec une remorque. Il y avait des gens partout. Monsieur Lessard, si je fais partie de vos 2000 membres et là, j'ai envie de vous aider ou un peu de savoir qu'est-ce qui se passe avec le club de motoneige, comment on fait pour être au fait de ces informations-là? Ah, c'est bien facile. Vous dire, on a un beau petit site Internet, on a une page Facebook, fait qu'on peut marquer une petite note là-dessus en disant, ben moi, je lève la main, je serais intéressé à vous donner un coup de main. Une des choses qu'on a besoin quand même à très court terme, j'aurais besoin de gens que si j'avais 2 personnes qui seraient capables de me patrouiller nos sentiers pour voir si la signalisation est correcte, pour voir s'il n'y a pas des branches qui excèdent dans le sentier pour la sécurité. J'aimerais beaucoup ça, que 2 personnes lèvent la main pour ça. On fournit la motoneige, on fournit la slé, on fournit les outils. Si la personne dit, ben j'aurais un de mes amis qui viendrait avec moi, puis il a sa motoneige, on va rembourser son essence. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Une autre chose que j'aurais besoin aussi, qui est plus au niveau administratif, on aurait beaucoup besoin de quelqu'un qui pourrait nous mettre plus à date au niveau informatique
pour archiver nos documents, nos achats, les choses qu'on achète, les choses qu'on vend. Ça, s'il y a quelqu'un à Saint-Raymond qui veut donner un 4-5 heures par semaine pour nous donner un coup de main là-dessus, que je lui en serais très reconnaissant. Eh bien, M. Lessard, on va vous souhaiter une année 2023 qui sera un peu plus tranquille que ce qu'on a connu depuis le début de celle-ci. Je veux aussi, seulement une dernière question en terminant. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, advenant le fait qu'il y ait une autre tempête d'ici la fin de l'année? On aimerait juste un peu plus de collaboration. On a besoin de plus de collaboration. Si les gens, en circulant dans nos sentiers, beaucoup de gens de Saint-Raymond ont encore la possibilité de partir de leur résidence puis d'embarquer dans nos sentiers directement. S'ils voient qu'il y a des arbres ou des choses qui entravent le sentier, bien, d'emmener avec eux une scie mécanique ou des choses comme ça, puis de le nettoyer au fur et à mesure. S'ils font 4-5 heures, c'est 4-5 heures de moins. S'ils le font 2, 3, 4 fois, où il y a 2, 3, 4 équipes qui le font, c'est déjà, ça accélère beaucoup pour nous remettre le sentier en service ou en état. François Lessard, président du Club de motoneige de Saint-Raymond, je vous remercie pour votre temps avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. La ville de Saint-Raymond a réitéré son envie d'attirer de nouvelles personnes au sein de la municipalité, en plus de leur offrir un endroit pour travailler. Selon le maire Claude Duplain, cette mission passe par les 2 parcs industriels à Saint-Raymond. La Corporation de développement de Saint-Raymond, qui s'occupe notamment de ces parcs industriels, a dressé ce lundi 16 janvier un bilan de son année 2022. Le directeur général de la corporation, Richard Saint-Pierre, a notamment qualifié l'année 2022 d'exceptionnelle, alors que des records en matière de développement ont été dépassés. En effet, 13 nouveaux terrains ont été vendus en 2022, alors que le précédent record était de 7 nouveaux terrains vendus. Avec ces nouvelles implantations à venir, M. Saint-Pierre a évalué les montants qui seront investis à Saint-Raymond au niveau industriel en 2023. Le voici à ce sujet. Les nouvelles implantations et ces projets d'expansion-là, qui pour la majorité vont se dérouler en 2023, bien, ils vont générer, puis moi, quand je donne des chiffres, là, je les donne toujours de façon conservatrice. Fait que la réalité risque même d'être un petit peu plus élevée. Je n'aime pas le contraire. Et je peux vous garantir que ces investissements-là vont représenter plus de 19 millions de dollars là, en 2023, essentiellement au niveau du coût des bâtiments, des investissements au niveau des bâtiments. Il y a une partie équipement là-dessus, mais c'est elle qui peut être sous-estimée. Mais d'ores et déjà, on peut parler de 19 millions minimum d'investissement. Richard Saint-Pierre sera avec nous la semaine prochaine, le 26 janvier, pour dresser un portrait plus détaillé de cette année 2022. Toujours du côté de Saint-Raymond, la Ville a imposé des mesures disciplinaires à 5 de ses employés la semaine dernière, alors que des lois du gouvernement provincial en matière de CSST ont été enfreintes. 2 de ses employés ont reçu des avis disciplinaires, tandis que les 3 autres ont été suspendus pour des durées de 3, 5 et 10 jours. Voici les propos de M. Duplain à ce sujet. Nous avons eu un écart de conduite, donc une facture que nous aurons à défendre. Et pour défendre aussi ces choses-là, c'est avec la CSST. La CSST, quand vous avez une infraction, vous demande comment vous allez régler le problème. Et donc, on a formulé cette chose-là à la CSST, mais on a aussi suspendu 3 employés. Le maire de Saint-Raymond maintient que la Ville a pleine confiance envers ses employés, mais qu'il est important de respecter les règles. Cette semaine avait également lieu le Conseil de Ville de Saint-Marc-des-Carrières. Pour en parler, je suis avec le maire de Saint-Marc-des-Carrières, M. Marion Leclerc. M. Leclerc, bonjour. Bonsoir, monsieur. Merci de l'invitation. Très apprécié. Eh bien, on vous remercie d'être avec nous, M. Leclerc. Et il faut dire, on a quand même beaucoup de choses à se dire en ce début d'année parce qu'il y a eu une tempête, il y a eu un budget, il y a eu plein de petites modifications et de projets qui sont en branle du côté de Saint-Marc-des-Carrières. J'aimerais vous lancer un peu sur la tempête là, rapidement. Comment ça s'est passé du côté de Saint-Marc? Bien, nous autres, à Saint-Marc, on a eu, je dirais, la moitié de la ville de Saint-Marc là, qui a eu une panne d'électricité. Principalement l'avenue principale en allant vers Saint-Alban, mais le reste de Saint-Marc a quand même eu de l'électricité. Nous autres, on a ouvert le centre communautaire le 24 au soir, en après-midi.
pour faire évidemment là, comment je dirais bien ça? Un refuge, quelque chose Un comme refuge, ça. oui. Et on s'est évidemment aperçu de certaines lacunes ou des faiblesses qu'on avait, entre autres au niveau du site Internet ou du signal Internet. On s'est aperçu qu'on n'avait plus aucun signal Internet à l'intérieur du centre communautaire. Alors, il y a eu des... ça a été une pratique, comme on peut dire, et on a pris bonne note, là, puis on a fait un post-mortem à ce niveau-là. Alors, on va, dans les prochains mois, mettre à jour là, vraiment notre projet de mesures d'urgence là, à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de municipalités qui vont emboîter le pas comme ça parce qu'on se rend compte que plusieurs jours sans électricité, là, c'est pas négligeable. Justement, à la MRC hier soir, on en a tous parlé, puis la plupart des mesures d'urgence sont toutes à mettre à jour à ce niveau-là. Monsieur Leclerc, je veux maintenant qu'on recule en fait à lundi de cette semaine parce que vous aviez un conseil. Oui. Et là, une chose qui arrive pour certains citoyens, c'est l'installation de compteurs d'eau. Ça, c'est volontaire. Comment ça fonctionne à Saint-Marc? Bien, écoutez, c'est pas volontaire. Ben oui, c'est volontaire, mais c'est une obligation du gouvernement par ce qu'on appelle le fameux rapport sur la stratégie d'économie d'eau potable du gouvernement québécois. Chaque municipalité a son image, a son bulletin. On reçoit un rapport annuel et suite à ce rapport-là, nous autres, on est obligés... Le principal objectif du gouvernement, c'est la réduction de 20 de la quantité d'eau à distribuer dans la municipalité. Alors, on nous oblige à avoir des compteurs d'eau dans tous les commerces, industrie et activités agricoles, ce qui est actuellement pratiquement terminé. Il nous en reste peut-être une dizaine, là, mais ça s'en vient très bien. Et on nous a obligés aussi d'avoir 60 résidences pour accueillir des fameux compteurs d'eau. C'est sûr que ce n'est pas très populaire, mais c'est une obligation du gouvernement. Et ce que nous autres, on a fait, c'est qu'on a envoyé des lettres à tous les propriétaires de maisons à Saint-Marc-des-Carrières, d'édifices, et on a demandé un volontariat, s'ils étaient intéressés à participer à l'installation de ce fameux compteur-là. Nous autres, on paye l'installation et aussi le compteur d'eau. Et là, je pense qu'il y a quand même eu une certaine réception. Là, oui, les gens ont embarqué. On a été très contents du résultat actuellement. On en a 61 résidents qui ont montré, évidemment, d'avoir un compteur d'eau chez eux. Et je pense qu'on va en avoir encore plus jusqu'au 31 janvier. Monsieur Leclerc, autre sujet à Saint-Marc-des-Carrières, vous avez le centre d'expertise en biomasse. Et là, on parle peut-être d'une zone de développement résidentiel chauffée à la biomasse. Pouvez-vous un peu nous éclaircir là-dessus? Oui. Suite aux discussions qu'on a eues avec M. Jean-Pierre Naud depuis un an, depuis que je suis maire, en fin de compte, la Ville de Saint-Marc prend vraiment au sérieux cette possibilité-là, que Saint-Marc devienne vraiment un pôle au niveau de la biomasse. Et le centre d'expertise est en train de se construire tranquillement. Et actuellement, nous autres, on a acheté un terrain entre le centre de biomasse et le pavillon André Darvaux, qui correspond à environ 148 000 pieds carrés. Et on veut installer, et là, c'est très embryonnaire, mais on voudrait installer un petit développement avec une serre pour... qui serait, elle aussi, chauffée à la biomasse. Là. Et chauffée à la biomasse. On veut même... on veut avoir même la possibilité de chauffer, évidemment, les maisons et aussi la rue. OK, donc pas de neige qui... Bien, en tout cas, on se fie évidemment sur ce qu'on a vu là, dans les pays nordiques, là, où la plupart ils ont quoi, 25-30 des développements qui sont constitués comme ça. Ça serait avant-gardiste au Québec, là, quelque chose, un projet comme ça? Avant-gardiste, je pense qu'on serait les premiers. Oui, c'est quand même une très bonne nouvelle. On va suivre ça de près, M. Leclerc. Maintenant, je veux parler de votre hôtel de ville à Saint-Marc. Il y a des travaux de renforcement qui sont nécessaires. Oui, bien écoutez, ça fait plusieurs années qu'on parle de rénover l'hôtel de ville. Il faut comprendre aussi que l'hôtel de ville, au départ, c'est une maison résidentielle. Et au cours des années, il y a eu différentes activités dans cette bâtisse-là. Il y a même eu un feu. Alors, actuellement, on veut la rénover, la revamper, et il faut se fier aux normes actuelles.
Et si on se fie aux normes actuelles, il y a beaucoup de travaux à faire. Mais nous autres, on veut y aller vraiment contrat par contrat et non pas donner ça globalement. On a évidemment les possibilités de subvention à ce niveau-là. Alors, on va se fier évidemment sur les subventions possibles et prendre les meilleures décisions possibles pour une belle hôtel de ville à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, on n'a absolument rien à faire. Là. Donc, de ce que je comprends pour le moment, là, les travaux qui ont lieu, c'est un peu pour évaluer un peu qu'est-ce que vous allez faire. Les travaux, oui, sont évalués actuellement. On a envoyé ça au gouvernement. On attend le résultat de tout ça, mais on commence tranquillement à faire des travaux. Et M. Leclerc, évidemment, le budget 2023, à chaque début d'année pour une municipalité, c'est toujours un grand moment de l'année, le nouveau budget. Parlez-nous un peu, quelles sont les particularités du budget de Saint-Marc pour l'année 2023? Bien, écoutez, on a un budget de 4 624 596 $ en 2023. C'est une augmentation de 6 Par contre, en septembre ou en octobre 2022, on a reçu un nouveau rôle d'évaluation et où on a vu qu'il y avait une augmentation de 19,43 d'évaluation municipale. Quand on parle d'évaluation municipale, c'est évidemment les bâtisses qui se trouvent à Saint-Marc-de-Carrière. Donc, les résidences, les commerces et les industries. Un peu plus cher. Qui sont évaluées à 19,43 en moyenne. Donc, pour la ville et surtout pour le résident, c'est une bonne nouvelle en ce qui me concerne. Je pense que quand on évalue ta maison plus haute que prévu, tant mieux pour vous. Mais la problématique, c'est qu'il faut payer des taxes par rapport à ça. Et nous autres, suite à tout cela, on a fait une évaluation des deux côtés. Et on a travaillé très fort pour finaliser ce budget-là. Et on a pris la décision de baisser la taxe de 1 $ à 90 sous du 100 pièces d'évaluation. Donc, avec l'inflation, ça doit avoir été quand même une tâche assez compliquée. Une tâche énorme. C'est sûr qu'il y a des projets qu'on est obligé de canceller ou d'annuler pour le moment, qu'on va reprendre dans les prochaines années. Donc, c'est un peu un réajustement que vous avez fait en raison de cette augmentation d'évaluation de 19 Oui, effectivement. Et on voit que quand on fait un emprunt municipal, bien, les taux d'intérêt ont augmenté aussi. Hein? Alors, c'est pratiquement le double de ce qu'on a à payer. Là. Parce qu'on a fait des refinancements dernièrement. Et le taux d'intérêt est le double de ce qu'on payait il y a 5 ans. Alors, c'est des gros changements là, pour nous autres. Si on parle un peu à Saint-Marc-des-Carrières, est-ce que la façon dont vous allez chercher votre argent, c'est seulement par les taxes foncières? Vous avez des entreprises également dans la tarte, là, la fameuse tarte? Je pourrais vous dire qu'il y a environ, au niveau des taxes, il y a 58 de taxes qui proviennent des taxes municipales. C'est ça, 2 685 000 en taxes foncières. Tarification, c'est un 5 249 190. Et les autres, bon, c'est l'eau usée, je ne vous nommerai pas tous les chiffres, là, mais 58 de taxes foncières au niveau de... Donc, c'est de là, en fait, que vous allez chercher une bonne partie de votre financement. Exactement, oui. Monsieur Leclerc, je veux vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette entrevue. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à... Oui, je vous laisse aller. Quand on parle de développement résidentiel, on a évidemment le développement qu'on a parlé de la biomasse, mais on a aussi un beau gros développement qui s'en vient. On est en train de le finaliser. C'est un développement résidentiel qui comprend environ 75 terrains et qui va être divisé en résidentiel, unifamilial, en duplex et aussi en des maisons à logement. Alors, on met ça en branle, là. Et puis, vous allez voir passer ça dans les journaux, là, qu'on veut essayer de trouver un promoteur là, pour qu'on puisse avoir de nouvelles maisons à Saint-Marc-de-Carrière. Donc, poursuivre le développement, là. Effectivement. Eh bien, M. Leclerc, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Au retour, d'autres nouvelles. Je m'appelle Danick Julien, vous écoutez InfoCJFR. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. C'est lui, mon nouveau chum. Il voulait pas être là parce qu'il a de la fièvre. C'est bien attentionné.
Santé a fait appel à la Sûreté du Québec ce lundi 16 janvier lors de son conseil de ville, selon ce qu'a affirmé la sergente Béatrice d'Orsainville. Aucune intervention n'a été nécessaire alors que le climat est tendu au sein de la municipalité. La directrice générale de la municipalité nous mentionne, elle, que la ville avait contacté la SQ afin qu'elle soit présente, comme il y avait eu certains échanges irrespectueux dans les derniers conseils précédents. Depuis l'annonce du dernier budget et de l'augmentation des taxes de 8 certains CAP 101 sont mécontents. Il faut dire qu'en 2 ans, leur compte de taxes a augmenté de 24 Dans un article qui a été publié par Le Soleil la semaine dernière, le maire de Cap-Santé, Michel Blackburn, expliquait qu'en raison de fonds épuisés, la ville n'avait pas d'autre choix que d'augmenter drastiquement le compte de taxes. Auparavant, les augmentations de Cap Santé s'apparentaient aux autres municipalités car près de 300 000 $ par année provenant de l'épargne municipale étaient utilisés pour maintenir les hausses. Un groupe de citoyens de Cap-Santé s'est d'ailleurs formé en 2022 pour protester contre des projets jugés farfelus afin de forcer l'administration à réduire ses dépenses. C'est notamment avec ces protestations que le projet de l'escalier panoramique reliant l'église au quai a été annulé. Le groupe demande à la ville d'abandonner davantage de projets. Le maire, Michel Blackburn, maintient que ces hausses de taxes ne sont pas en lien avec les projets d'infrastructure, mais bel et bien avec la gestion du surplus durant les dernières années. Il explique que l'important pour Cap-Santé, maintenant, est d'attirer les commerces et industries afin de diversifier les revenus de la municipalité qui est financée à 92 % par les propriétaires fonciers. Du côté de culture et patrimoine, Deschambault-Grondines, une nouvelle directrice générale est entrée en fonction le 1er janvier dernier, alors qu'Éliane Trottier a pris la relève de l'organisme. Elle succède ainsi à M. Donald Vézina, qui a occupé le poste pendant une vingtaine d'années. M. Vézina va épauler Mme Trottier à titre de directeur adjoint jusqu'à l'été 2023. Pour culture et patrimoine Deschambault-Grondines, la mission est simple, c'est de veiller à la mise en valeur du patrimoine de la municipalité tout en créant un sentiment d'appartenance au sein de la population. L'organisme gère entre autres le vieux presbytère de Deschambault ainsi que le moulin de la Chevrotière. Madame Trottier possède une formation supérieure en histoire et en gestion. Au fil des années, elle a été guide-interprète, chargée de projet, agente de recherche et jusqu'à tout récemment, elle était agente de développement culturel et de développement du patrimoine immobilier à la MRC de Portneuf. En ce qui concerne Donald Vézina, ce dernier est à l'origine de la création de l'organisme. Il a développé l'orientation de celle-ci en faisant vivre l'art contemporain dans les bâtiments patrimoniaux classés par la municipalité. La Biennale internationale du lin de Portneuf fêtera ses 20 ans d'existence en 2023 et pour l'occasion, un 10e événement va être présenté. Selon l'organisation, plusieurs façons de créer seront explorées pour remémorer les 20 ans de présence et d'action culturelle dans le comté de Portneuf. L'organisation souhaite retracer et valoriser l'histoire de la Biennale, en plus de mettre à l'honneur le travail inestimable des membres fondateurs, employés et bénévoles et qui ont participé au succès de l'événement pendant les 2 dernières décennies. La Biennale souhaite également remercier les amis et visiteurs qui ont renouveler leur intérêt pour cet événement et qui seront présents pour la 10e édition. À Donnacona maintenant, le tournoi provincial Midget a pris fin ce dimanche 15 janvier après une absence de 3 ans. Dans la catégorie M18, c'est les Lynx de Saint-Raymond qui ont terminé avec 18 points au classement. Quand on regarde dans la catégorie M18B, les Élans de Charlebourg ont terminé premier en vainquant les Diablos de Donnacona-Pont-Rouge qui ont donc la 2e place avec 12 points. Et finalement, dans la catégorie M18BB, les Appalaches de Thetford Mines ont terminé premier contre les Noiras du campus de
Donnacona, Pont-Rouge. Et maintenant, selon Simon Anger de la ville de Donnacona, 68 bénévoles ont aidé à la mise en place du tournoi, ce qui est un exploit lorsqu'on considère qu'il y a moins de bénévoles qu'auparavant. Il mentionne que certains tournois ont de la difficulté à trouver une dizaine de bénévoles. Monsieur Anger indique également que le public était au rendez-vous pour les 2 fins de semaine avec approximativement 300 personnes pour la finale dimanche dernier. On poursuit encore dans le hockey parce que la ville de Saint-Raymond va tenir elle également son 41e tournoi provincial de hockey mineur du 26 janvier 2023 au 5 février 2023. Le match d'ouverture va avoir lieu à 19h le 26 janvier, va opposer les Lynx de Saint-Raymond aux Élans de Charlesbourg. Au courant de la compétition, plusieurs catégories vont être représentées. Le tournoi affiche d'ailleurs complet avec 34 équipes. La population est invitée pour l'ensemble du tournoi et les organisateurs souhaitent remercier les nombreux commanditaires ainsi que la collaboration de la ville de Saint-Raymond et du service des loisirs qui en permettent la réussite. Plus tôt cette semaine, j'ai discuté avec Vincent Caron, le député de Portneuf, concernant les dossiers importants pour Portneuf en 2023 et faire également un retour sur cette fameuse tempête qui a eu de nombreux impacts sur les Portneuvois à la fin de l'année 2022. On entend maintenant cette entrevue réalisée avec M. Caron. Alors, ici Danick Julien, journaliste. J'ai avec moi Vincent Caron, qui est député de Portneuf. Bonjour Vincent. Bonjour Danick, et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle fonction. Bonne chance, bon succès, je suis convaincu que ça va bien aller. Merci beaucoup Vincent. Vincent, c'est la première entrevue qu'on a l'occasion de faire ensemble pour 2023. Alors, je voulais commencer pour vous souhaiter une bonne année 2023. Ben, merci beaucoup. Écoutez, des vœux que je vous retourne et que je retourne à l'ensemble de la population. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. On a fini l'année un petit peu curieusement. J'imagine que c'est un sujet que vous allez vouloir aborder. Et puis, en tout cas, aujourd'hui, il y a un beau soleil et on sent cette belle neige qui est arrivée dans Portneuf laisse présager qu'on va avoir une belle fin d'hiver. En tout cas, c'est ce que je souhaite et une excellente année. Beaucoup de santé à l'ensemble des Portneuvoises et Portneuvois. Et oui, Vincent, justement, je veux parler avec vous de la tempête qu'on a eue qui a fait quand même beaucoup de bruit dans Portneuf. Il y a beaucoup de gens de toutes les municipalités qui ont été touchées par des pannes de courant. Si je prends l'exemple de Rivière-à-Pierre, on en est à presque une semaine, pas d'électricité. Vous, ce changement d'année-là, comment vous l'avez vécu là, en tant que député? Ben, je l'ai vécu sur le terrain avec les gens parce que, ben, écoutez, le désarroi que les gens vivaient, je l'ai vécu aussi. Moi, j'ai été privé par chance que seulement 4 jours, mais j'ai pu mesurer que 4 jours sans électricité, c'était déjà beaucoup. Donc, j'ose mal imaginer ce que ça doit être que de vivre sans électricité, parce qu'il faut savoir que souvent, vivre sans électricité dans Portneuf, dans les secteurs un peu plus ruraux, ça veut dire aussi vivre sans eau courante, puisqu'on est muni de puits artésiens. Donc, certaines personnes ont souffert de ce manque pendant 8 jours. Donc, beaucoup de compassion, mais aussi des gestes concrets posés sur le terrain pour essayer d'accélérer les choses, de travailler en étroite collaboration, notamment avec la ville de Saint-Raymond, avec le maire, avec les pompiers, avec les bénévoles. Vraiment, il y a eu un élan de solidarité ici à Saint-Raymond parce que c'est une des municipalités qui a été très touchée. Mais donc une présence sur le terrain pour essayer d'accélérer les choses et d'aller identifier quels étaient les secteurs les plus problématiques pour bien guider Hydro-Québec dans les interventions. Le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, justement, avait mentionné que la communication avec Hydro-Québec a été un petit peu difficile. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué également? Oui, ça a été difficile. Écoutez, est-ce qu'on était prêt à faire face? On connaît la précédente tempête avec la crise du verglas dont vous vous souvenez, tout le monde s'en souvient, mais c'était quand même un peu loin. Donc est-ce qu'on était prêt à affronter une tempête telle que celle-là? Je pense pas vraiment. Il y a eu des problèmes, des lacunes en matière de communication. On sait que les travailleurs d'Hydro qui étaient sur le terrain ont travaillé très fort. Ils ne savaient pas, permettez-moi l'expression, où se garrocher tellement il y avait de chantiers à entreprendre. Mais cependant, les gens perdaient confiance en allant voir le site d'Hydro-Québec parce qu'on leur disait « vous devriez être établi demain ». Puis finalement, le délai sans cesse augmentait et s'allongeait. Donc oui, il y a eu des
dérapages, j'allais dire, des manquements, en tout cas un manque d'organisation au niveau de la communication, et je me suis engagé à travailler pour essayer de régler ça. Donc très prochainement, je suis vice-président d'une commission qui s'appelle la Commission de l'administration publique, et j'ai déjà demandé à ce que le premier organisme qui soit convoqué soit Hydro-Québec, parce qu'on a des questions à poser. Encore une fois, là, il n'est pas question de faire une chasse à la sorcière, de trouver qui est coupable, parce que tout le monde a fait de son mieux là-dedans, mais il est question d'améliorer les choses, parce qu'avec les changements climatiques, on peut imaginer, on ne l'espère pas bien entendu, mais on peut imaginer que des épisodes comme celui-là seront plus fréquents, donc il faut être prêt à l'avenir, prêt à mieux prévenir nos gens de la manière dont ça va se passer, et puis aussi que le maillage entre Hydro-Québec et les municipalités qui connaissent vraiment la situation sur le terrain, bien soit meilleur. Claude Duplain disait justement, et j'ai bien aimé son expression, Hydro-Québec gère des poteaux électriques et des fils électriques, nous on gère des humains et la détresse humaine. Donc il faut qu'il y ait plus de communication entre Hydro-Québec et les gens qui sont impliqués sur place pour améliorer les choses, et que, on l'espère, ce soit plus simple à vivre, moins difficile plutôt à vivre pour nos concitoyens si cette situation devait arriver de nouveau. Pour Saint-Raymond, il y avait un plan d'urgence, il y a des choses qui ont été faites, il y a d'autres municipalités dans Portneuf que c'était plus ou moins le cas. Est-ce que c'est quelque chose que les municipalités devraient travailler, ces fameux plans d'urgence-là? Ben, il y a les plans d'urgence, mais il y a aussi l'équipement. Hier, justement, on avait une rencontre avec le ministre Jonathan Julien, ministre responsable de la capitale nationale. Nous étions l'ensemble des maires de la circonscription de Portneuf réunis autour du ministre, et on a nommé beaucoup de points sur lesquels on doit travailler, et celui-là en était un. Il y a des municipalités, on le déplore, qui ne sont pas équipées de génératrices ou d'endroits pour accueillir la population dans les cas comme celui qu'on a connu en fin d'année. Donc oui, les municipalités doivent travailler pour ça, mais aussi le gouvernement a une part de responsabilité pour accompagner justement ces municipalités à se doter d'équipements qui soient adaptés à la situation. Donc on va faire en sorte, il y a un programme qui s'appelle Probam qui était déjà efficace. On va s'assurer qu'il soit reconduit, mais on va surtout s'assurer que justement il soit adapté aux besoins des municipalités. Alors, M. Caron, je veux maintenant parler des dossiers pour 2023, parce qu'il y en a plusieurs, j'imagine, qui doivent vous préoccuper. Ben, bien entendu, écoutez, le rôle d'un député, ça s'arrête jamais. Hein. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais on se couche député, on rêve député, on se lève député, et on vit nos journées de député. Donc tout ça, c'est très animé, parce que de jour en jour, il y a toujours des dossiers qui s'ajoutent à ceux qui existent déjà, mais il y a des dossiers importants, plus importants que d'autres, j'allais dire, notamment celui de l'accessibilité à un médecin de famille dans Portneuf. Ça demeure une de mes préoccupations les plus grandes. J'ai pas de recette miracle. Le ministre de la Santé n'a pas de recette miracle, mais on essaye de mettre en place des mesures qui permettent d'atténuer cette situation. On sait aujourd'hui, moi-même je suis orphelin de médecin de famille, et ce qui m'importe, c'est pas d'avoir un médecin qui soit attitré à Vincent Caron, ou que Vincent Caron soit attitré à un médecin. Mon besoin, comme celui de l'ensemble des Portneuvois et des Portneuvois, c'est de pouvoir accéder à un professionnel de la santé pour régler notre bobo du moment. Là. Donc, que ce soit le médecin X ou le médecin Y, ou une infirmière ou un pharmacien, il faut mettre en place cette structure qui va permettre aux Portneuvoises et aux Portneuvois, mais à l'ensemble des Québécois, de pouvoir avoir accès aux professionnels de la santé qui convient. Donc ça, c'est une des situations qui va me préoccuper encore dans le prochain mandat, parce que ça ne se réglera pas juste en 2023. Après, il y a toute la question de la fluidité. Vous le savez, en demeurant ici dans le nord de Portneuf, on sait que les routes sont plutôt encombrées à certains moments de la journée pour pouvoir accéder à Saint-Raymond. On parle de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ou de Pont-Rouge. Donc ça aussi, c'est un dossier sur lequel il va falloir continuer de travailler. Et puis, parallèlement à tout ça, il y a ces irritants qu'on constate, mais il y a aussi le développement de Portneuf qu'il faut continuer de
d'accompagner. Il y a de beaux projets touristiquement, mais il y en a aussi économiques qui sont sur la planche à dessin. On va continuer de les accompagner. Et puis, cette synergie qui existe entre l'ensemble des maires de Portneuf, autour de la table de la MRC, fait en sorte qu'on est collectivement animé par cette volonté de propulser Portneuf un peu plus haut. Et puis, on va continuer ce travail-là en 2023. Vincent Caron, député de Portneuf, je vous remercie de votre temps avec nous là, pour CJSR. Merci beaucoup et puis encore une fois, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Après la pause, on discute du Festival de la banquise et nous allons voir notre chroniqueur culturel avec nous. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Pour se protéger et protéger les autres des virus respiratoires, c'est toujours bien d'avoir un filet de sécurité. Mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Comme il en était question la semaine passée, l'organisation du Festival de la banquise qui se tient au quai de Portneuf a annoncé un retour du festival du 24 au 26 février prochain. Charles Laviolette était du côté de la conférence de presse ce mardi 17 janvier et a recueilli les propos d'Alexis Nantel, le porte-parole de l'événement, qui nous invite à y participer. C'est un festival qui est accessible à tout le monde. Moi-même, j'ai une jeune famille, donc on y trouve notre compte, même à partir de 9 ans et même plus jeune, parce qu'il y a des activités autour de la course elle-même. Donc, c'est vraiment un festival. C'est plus qu'une course, même si la course demeure le cœur de cet événement-là. Vraiment, ça vaut la peine d'en faire une destination et de venir passer les 3 jours sur le quai de Portneuf. Le festival comporte un volet culturel qui permet notamment d'en apprendre davantage à propos du canot à glace. On écoute à nouveau Alexis Nantel ainsi que Jeanne Couture, directrice d'Artefacts Urbains, l'entreprise qui, encore une fois cette année, prend en charge l'organisation du festival. Dans ce qu'on offre ici au festival, les gens qui sont peut-être un peu moins sportifs, un peu plus intellectuels ou qui aiment l'histoire, par exemple, et en apprendre davantage sur différents sujets, bien, c'est l'occasion de le faire ici parce qu'il y a tout un volet culturel qui entoure la course et le festival, entre autres sur l'histoire, mais aussi tout ce que ça comporte en termes de chiffres et de statistiques qu'on va pouvoir retrouver sur le quai de Portneuf. Ça fait pas très longtemps, depuis 2019, qu'il y a un volet culturel vraiment avec l'aide de la MRC et du Fonds Alcoa. Ça s'est venu de la population aussi d'un désir de pouvoir rester plus longtemps sur la banquise, profiter du paysage ici. La fromagerie des Grondines a de la difficulté à vendre ses fromages dans les supermarchés du Québec en raison d'un accord qui permet aux fromages étrangers d'accéder plus facilement aux tablettes. La semaine dernière, on se rappelle, Christian Hébert de l'UPA était avec nous pour parler du phénomène. Cette semaine, mon collègue Charles Laviolette s'est entretenu avec le propriétaire de la fromagerie, Charles Trottier. Signé en 2016, l'accord économique et commercial global Canada-Europe avait comme objectif d'augmenter de 25 % les échanges de biens et de services entre le Canada et le continent européen. Ce traité touche une multitude de domaines, la propriété intellectuelle, la culture, la reconnaissance des compétences professionnelles, les services financiers et bien sûr l'agriculture. Pour favoriser l'exportation de bœuf canadien vers l'Europe, le gouvernement canadien a accepté d'ouvrir grande la porte aux fromages européens. Pour faire de la place dans le marché canadien, le gouvernement a toutefois dû amputer les fromagers de 10 % de leur droit de produire. Pour tenter d'acheter le silence, Ottawa a offert une contribution financière temporaire aux producteurs fromagers pour compenser la perte de revenus. 6 ans après l'entrée en vigueur de l'accord, Charles Trottier, producteur agricole et copropriétaire de la fromagerie de Grondines, estime avoir été lésé par l'accord. Il faut comprendre que l'accord dont on va parler, qui est l'accord avec l'Union européenne, c'est pas le premier accord, hein? C'est le deuxième de 3, mais on avait déjà l'accord avec les États-Unis, puis après ça, on a l'accord Asie-Pacifique. Ce que le gouvernement a concédé, c'est un peu plus que 10 % de notre capacité de produire du lait. La gestion d'offre, dans le fond, c'est une façon de
d'autoréguler la production. De la manière que nous, on fonctionne ici au Canada puis au Québec, c'est que dans le fond, on va produire du lait pour les besoins intérieurs connus. Puis ces besoins-là, ils sont déterminés régulièrement pour éviter d'avoir des surplus, pour maintenir un prix aux producteurs intéressant qui tient compte de nos coûts de production. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a pris 10 % de cette capacité-là, puis il l'a donné aux Américains, il l'a donné aux Européens, puis aux gens de l'Asie-Pacifique. Fait que dans le fond, nous, pour les prochaines années, et puis de façon permanente, on va être amputé de 10 % de notre capacité de produire, alors que dans l'ensemble, les producteurs sont tout à fait capables de produire ça, puis j'oserais dire beaucoup plus. On a servi de monnaie d'échange, comme c'est déjà arrivé pour le bois d'œuvre, comme c'est déjà arrivé pour d'autres choses. Puis c'est malheureux, mais c'est très politique tout ça, là. Ça n'a rien à voir avec la réalité terrain, les priorités terrain, les priorités régionales. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous autres, on a donné du lait contre du bœuf en échange. Mettons un producteur de bœuf qui veut exporter sa viande en Europe, il doit se qualifier, il doit se certifier. Puis au total, après 4-5 ans, ce qu'on constate, c'est qu'au lieu d'avoir exporté du bœuf, on en a importé plus. Ce qui est assez ridicule. Tous les producteurs sont perdants. Ça, c'est clair en partant. Le petit comme nous, comme le plus gros dans Port-Neuf, tout le monde est pénalisé parce que tout le monde a perdu un volume égal de production. Ce qui reste à voir, c'est est-ce que les consommateurs d'ici, de Port-Neuf ou de la région de Québec, puis du Québec en général, vont être capables de bénéficier du bas prix du fromage. C'est pas si certain que ça, parce que dans le fond, tu sais, puis à la limite, il faut les comprendre, là, je veux dire, les IGA, les Loblaws, les Sobeys, les métros, ils sont là pour faire de la business. Là. Fait que, tu sais, eux, ils ont le volume. Fait qu'ils seraient fous de ne pas l'utiliser, dans le sens, ce serait pas logique de ne pas l'utiliser. Puis, dans le fond, le prix qu'ils fixent, c'est le prix qu'ils pensent que les consommateurs sont prêts à payer. Fait que, tu sais, s'ils achètent un fromage à 11 pièces le kilo, puis ils le revendent à 40, puis que les gens l'achètent, fine, hein? Pourquoi ces fromages-là réussissent à arriver ici à des prix aussi ridicules que ça? Bien, c'est parce que c'est subventionné à tour de bras. Dans certaines régions de la France, 85 % du revenu agricole provient de l'État. C'est quand même beaucoup. Puis c'est contre ces gens-là, dans le fond, qu'on est en compétition, alors qu'on devrait être en complémentarité. Et si on manquait de lait, je pense que ce serait logique qu'on importe du fromage, mais c'est pas le cas. Dans tous les pays qui produisent du fromage, les pays subventionnent leur agriculture, subventionnent le maintien des paysages, le maintien de races laitières. Je dis ça pas pour les décrier, parce que c'est un choix de société qu'ils ont fait. Mais c'est un choix de société avec lequel nous, on est confrontés, parce qu'on n'a pas fait le même qu'eux. C'est ça, il y a un décalage qui est important. Si on avait le même niveau de subvention qu'eux, ce ne serait pas si pénalisant que ça. Mais je pense que plus c'est difficile, plus les coûts augmentent, plus la chaîne de production est difficile à maintenir, plus l'achat local va prendre le dessus, puis les gens vont être de plus en plus conscients. La pandémie nous l'a rappelé assez cruellement, puis être capable de se nourrir soi-même, de nourrir ses concitoyens, c'est une richesse qui n'a pas de prix. À chaque semaine, InfoCJSR va vous offrir une chronique culturelle. La semaine dernière, on se rappelle, Félix Gagné était avec nous. Ce dernier va alterner avec Aubert Tremblay, qui est des nôtres. Bonjour, Aubert. Bonjour, Danick, ça va? Ça va super bien. Aubert, tu viens me parler des déjeuners du bourg. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais commencer la première chronique avec quelque chose pour lequel je suis tellement objectif, là, parce que c'est moi qui l'ai créé, les déjeuners du bourg, justement. Oublions l'objectivité pour cette fois-là. Ce que c'est une rencontre entre des gens qui partagent des éléments artistiques d'eux-mêmes, on va dire. C'est un déjeuner qui est offert, et puis les gens ont 7 minutes
de présence sur scène, ceux qui veulent. Fait qu'il y a des gens qui vont chanter des chansons, il y a des gens qui vont lire des textes, des petits bouts, même des marionnettes, il y a tout ça, là. Puis on fait ça depuis plusieurs années à Neuville. En fait, on a copié un peu le club de guitare qui était à Saint-Casimir, qui maintenant est à Saint-Urible. Ça, j'avais été là, puis j'ai vu comment c'était intéressant, puis j'ai voulu refaire un peu la même chose à Neuville. Fait que c'est le 3e dimanche du mois. À chaque mois, on fait ça. Et puis, c'est 12 $ pour le déjeuner. Puis c'est tout, là, on ne paye rien d'autre. Puis si on veut se présenter, on se présente. Puis pour pouvoir faire ça, on avait besoin d'un endroit à Neuville pour le faire. Et puis on a contacté les gens du couvent de Neuville, qui sont d'une corporation qui s'occupe justement de promouvoir l'art. Donc, eux autres, ils ont embarqué tout de suite dans notre aventure, si je peux dire. Ils étaient tout à fait contents. D'ailleurs, je suis allé poser la question à Isabelle Forêt, qui fait partie du groupe Espace Art Nature, les propriétaires du couvent actuel. On écoute Mme Forêt maintenant. Espace Art Nature, donc la corporation qui est installée au vieux couvent de Neuville, sa mission, c'est l'art de la rencontre culturelle, interculturelle et artistique par l'éducation populaire. Et donc, l'éducation populaire, c'est tout simplement rejoindre chacun et permettre aux gens de découvrir que la culture, c'est pas une affaire de spécialistes, et les arts non plus. C'est partager des passions, c'est découvrir des talents, découvrir qu'on a chacun des talents et qu'on est capable de les mettre en œuvre, de les exploiter. Puis certains, oui, ils ont reçu un don, par exemple pour la musique ou pour le théâtre. Mais on peut aimer la musique et le théâtre et puis se dire, moi, je gratte juste de ma guitare ou je joue un tout petit peu de la flûte. Mais se dire, tiens, je vais préparer un morceau de musique, puis je vais le partager. Ou venir écouter des gens pour qui c'est vraiment une profession, puis être nourri de leur art, de ce qu'ils partagent, voilà. Donc, effectivement, ces déjeuners-là correspondent tout à fait à votre mission, si je comprends bien. Complètement. Avec ces déjeuners-là, n'importe qui peut aller justement découvrir des artistes, des gens d'ici, en grande partie, et même performer devant eux. C'est ça. Je connais même quelqu'un qui joue du banjo et qui chante et qui pourrait venir au déjeuner toi-même, mon cher Danick. L'invitation est lancée, Aubert. On va se laisser avec quelques images. Là. Je pense que la dernière activité, c'était en fin de semaine dernière. C'était dimanche. Il faut voir un peu l'ambiance, là, vous allez comprendre. On regarde ça maintenant. Les poètes l'ont dit, je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je les ai vus près du ruisseau, j'arrivais entre chien et loup, leur nord était roux comme Louis Saint-Pierre, le loup était noir comme les loups fiers de l'hiver. Alors, merci beaucoup à Aubert pour cette petite chronique culturelle. On est maintenant arrivé au moment de la chronique gravée dans notre mémoire avec Stéphane Lépine, qui, je vous le rappelle, explore les événements qui ont marqué Portneuf. Maintenant, c'est entre les 19 et 25 janvier, au travers des années. On écoute la chronique de Stéphane. Alors, pour le 19 janvier, Danick, il y a 3 événements quand même marquants dans la région et qui vont probablement, dans le fond, remémorer des choses à bien du monde. Le premier, c'est en 2013, c'est quand même assez récent. C'est la première visite de Justin Trudeau dans Portneuf comme tel, OK, en tant que candidat libéral. Il n'était même pas premier ministre du Canada à cette époque-là. Alors, il est arrêté au Normandin de Donnacona pour aller rencontrer les partisans libéraux et aussi jaser un petit peu avec les journalistes. Il est revenu dans le cadre des campagnes électorales, mais à côté. OK, il est revenu à Saint-Augustin pour une des campagnes. Mettons. Donc, la première fois qu'il est venu, c'est en 2013. Oui, puis c'était plus intime, puis c'était vraiment autour d'une table. Fait que c'est ça qui était intéressant. Les gens là-bas ont pu avoir le contact avec le premier ministre rapidement.
Ensuite de ça, en 2006, le 23 janvier, date importante, au niveau fédéral, il y avait une élection. Et c'est la première fois, en tout cas de ma mémoire, qu'on élisait un député indépendant, qui est André Arthur. Alors, c'est quand même un phénomène qui est assez spécial. Faisait de la radio dans le coin de Portneuf à cette époque-là, dans l'ancienne radio qui s'appelait CKNU. Et quand il a lâché, il a décidé de s'en aller en politique. Maintenant, M. Arthur est décédé, mais il a quand même fait 2 mandats. Donc, un mandat, je pense que c'est 2 mandats presque de 6 ans en tout. Alors, c'est quand même impressionnant pour un indépendant. C'est pas évident d'arriver de nulle part. Mais quoi qu'André Arthur était très connu. Là. Et partout au Québec, tout le monde se rappelle encore d'André Arthur, l'animateur de radio, devenu député. Ça a eu quand même tout qu'un impact. Oui, c'est ça. Il y avait ses partisans, il y avait les gens qui l'aimaient moins. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui était très connu puis qui a mis Portneuf sur la map. Portneuf-Jacques-Cartier sur la map pendant un petit bout. Et il y a eu une petite élection d'une députée NPD. Et par la suite, c'est Joël Godin qui a embarqué depuis, je pense, c'est 2015, si ma mémoire est bonne, jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion de célébrer ensemble une belle soirée qui termine une belle campagne pour une belle victoire pour nous tous, mais aussi pour ceux qui seront représentés, mais qui n'ont pas nécessairement voté pour moi. Il ne faut pas oublier qu'à partir de maintenant, j'ai le mandat d'être le député du comté. Vous avez voté pour moi, je suis honoré. Voilà. Et mon extrait de cette semaine, quand même intéressant, c'est que la CAPSA, ça fait quand même un bon bout de temps que c'est là. Oui. Ça date au moins du début des années 90. La CAPSA, c'est l'organisme de protection de la rivière Sainte-Anne et de d'autres maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment juste la rivière Sainte-Anne. Et en 95, le 23 janvier, c'était les premières initiatives pour dépolluer la rivière Sainte-Anne. Imagine-toi, là, à l'époque, là, on parle de tout le monde garochait ses eaux de fosses septiques, tous les égouts, ça s'en allait dans la rivière. Alors, la rivière n'était pas chic. Et il y a eu une vaste mise en conscience qu'on pouvait avoir des belles rivières propres, juste en faisant des bassins de rétention, tout ça. Alors, c'est de là que ça a parti. Mais la première initiative, ça a été de faire signer toutes les municipalités riveraines de la rivière Sainte-Anne des contrats de rivière. Okay? C'est comme un engagement pour dire à partir de maintenant, on va mieux protéger notre rivière Sainte-Anne pour qu'elle soit un attrait touristique comme elle est aujourd'hui d'ailleurs. Et effectivement, il y a eu un gros effort qui a été fait depuis 25-30 ans, justement. C'est une belle preuve de conscience environnementale. Ici, le moment historique. Vous assisterez aux premières signatures de contrats de rivière au Québec par des autorités politiques. Et pas n'importe quel signataire. En effet, nous avons réuni d'importants partenaires qui s'engagent envers la CAPSA à appuyer nos démarches de développement. Maintenant, parlons des activités pour les plaisirs d'hiver de Portneuf qui, maintenant, commencent déjà ce week-end. Oui, du côté de Deschambault-Grondines, mais aussi à Saint-Basile. Pour ce qui est de Deschambault-Grondines, ce samedi 21 janvier, il va y avoir le Karaté Party à l'allée Alcoa, ainsi qu'une veillée de musique et de danse traditionnelle. À Saint-Basile, ce sera la marche dans les sentiers pédestres du Centre Nature. C'est également le 21 janvier. Quand on regarde aussi pour le défi Château de neige, celui-ci a déjà débuté. Donc, ça consiste à créer un groupe et construire un château de neige, puis d'en publier les photos sur le www.défichâteaudeneige.ca. Il y a une multitude de prix à gagner à ce niveau-là. Le Raymondois David Thibault va lancer son nouvel album en français le 27 janvier prochain. Ce dernier en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux ce mardi 17 janvier. On se rappelle que David Thibault avait fait parler de lui partout dans le monde après sa prestation de la chanson Blue Christmas sur les ondes de C'est quoi Québec. Il avait ensuite été invité à l'émission de l'américaine Ellen DeGeneres, mais a aussi participé à The Voice en France.
Maintenant, pour ceux et celles qui désirent interagir avec CJSR dans l'émission Info CJSR, c'est maintenant possible de le faire. Pour ceux et celles qui ont des choses à dire à la population, il est possible de me contacter à l'adresse courriel suivante. C'est le daniccsjsr@gmail.com que vous voyez à l'écran. DANICK CJSR@gmail.com. De cette manière, vous ou vos informations pourriez se retrouver dans la prochaine édition d'Info CJSR. C'est donc ce qui complète ce Info CJSR pour ce 19 janvier. Je vous invite dimanche soir prochain pour participer au bingo qui sera animé par Philippe Gasse. Je voulais remercier toute l'équipe pour la réalisation de cette émission, soit Tony, Charles, Aubert, Suzy, Jérôme, Luc et nos invités pour leur collaboration à l'émission. On se laisse avec des images récoltées par Charles Laviolette.